Il est avocat pénaliste. Gérald de Pandelon, bonjour. Merci d'être sur TV Liberté. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage important intitulé « La France des caïds » aux éditions Max Milo. La France des caïds, vous la connaissez puisque vous avez défendu de très nombreux trafiquants et délinquants du grand banditisme. 200 grands bandits, nous dit-on. Vous êtes finalement l'acquittator des caïds de la France. L'acquittator, je ne vais pas me substituer à un vocable qui a plutôt été donné à mon éminent confrère devenu garde des Sceaux. C'est lui l'acquittator. Moi, je serais plutôt relaxator, puisque ça relève davantage des tribunaux correctionnels. Et j'ai eu la chance, en début de carrière, alors même que je sortais plutôt de Sciences Po, j'avais fait une thèse en droit public, sciences politiques, que par conséquent, je pensais voir affluer à mon cabinet des hauts fonctionnaires, des personnes en délicatesse avec la commande publique, l'urbanisme, et en réalité, c'est un parrain qui s'est présenté souhaitant, pour des raisons qui lui appartiennent, s'associer mes services. Alors, il y a une partie sans doute de chance, mais sans doute avait-je été recommandé. Il y a une partie de chance, mais une partie de hasard, de nécessité peut-être. Et comme vous faites bien le boulot, eh bien, vous avez toute la profession, si j'ose dire, qui vient vous voir. Oui, alors j'avais eu la chance, comme je vous l'indique, au bout de 2-3 années, parce qu'il y a toujours une instruction de l'affaire, il y a un juge éponyme, un juge d'instruction, et puis il a été, au bout de 2-3 années, renvoyé des fins de la poursuite, c'est-à-dire qu'il a bénéficié d'une décision de relax, donc il était ravi, parce que je pense qu'il y avait quand même un certain nombre d'indices qui plaidaient en sa défaveur, et ensuite il m'a présenté, on pourrait dire son équipe, son entourage. J'ai commencé donc à m'associer à leur service, j'ai commencé à les défendre, lesquels m'ont également présenté leurs amis. C'est un phénomène assez classique de boule de neige, et ce qui n'était pas au départ ma spécialité, mon domaine de spécialité, est devenu le droit et la procédure pénale, voilà, qui est qu'une matière particulièrement difficile et technique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On a toujours tendance à considérer que ce sont des effets de manche, la cour d'assises, plus du tout. C'est un droit qui est très évolutif et très technique. D'ailleurs, on le voit, c'est moins un travail oratoire quelquefois qu'un travail d'écriture avec la préparation des dossiers qui prennent beaucoup de temps. Quand on parle de grand banditisme, on a tout de suite des références cinématographiques. On voit Delon, on voit Belmondo, quoi. En gros, le banditisme, soit corse de la fin du 19e siècle ou celui de la French Connection des années 60. 60 ans plus tard, quel est le profil du grand banditisme en France? Comment se présente-t-il? Je crois qu'on peut déceler 3 vagues. Très rapidement, une façon très schématique, on pourrait sans doute rentrer dans les détails. Comme vous l'avez parfaitement indiqué, vous avez le banditisme insulaire, corso-marseillais, mais pas uniquement, parisien également, parce qu'il y avait beaucoup de Corses, les franchésiers par exemple, à Paris. C'est le 19e siècle, et je veux dire, jusqu'à la French Connection, c'est-à-dire les années 60, 70, et au tout début des années 80. C'est un banditisme qui est très structuré, je dirais un banditisme intelligent, avec une logistique. On ne passe pas à l'acte violent, criminel, pour des motifs futiles, on réfléchit. On essaie même, d'une certaine manière, de s'embourgeoiser, notamment ceux qui ont une 60aine d'années, qui estiment avoir suffisamment œuvré dans leurs activités illégales et qui ont été parfaitement lucratives. Et donc, on aimerait pouvoir passer la main aux jeunes. Donc, on essaie de se rapprocher des idéaux locaux, des politiques, pourquoi pas de la haute fonction publique policière, pourquoi pas de magistrats aussi. On essaie de se faire oublier, et puis c'est toujours bon d'avoir peut-être un magistrat dans la poche pour faire passer l'information qu'on en a fini définitivement avec son parcours délinquantiel, que sais-je, peut-être. Ce magistrat relaiera cette information parce que tout est parfaitement calculé. C'est, je dirais, un banditisme très subtil qui a pris fin, me semble-t-il, et qui a cédé la place à une seconde vague à la fin des années 90 et au début des années 2000,
où on a vu émerger un narco-banditisme des cités, qui étaient situées géographiquement dans des cités. Alors c'est vrai qu'il y a une organisation spatiale de la hiérarchie sociale, parce que ces jeunes-là étaient issus de l'immigration, souvent leurs parents avaient connu des conditions de vie précaires. Je ne suis pas là pour excuser leurs actes, mais pour constater, plus que prendre acte, c'est un constat, comme un ethnologue des marges, plus que comme un avocat pénaliste, plus jeune également, plus violent, pouvant passer à un acte criminel d'une façon beaucoup plus instinctive. Et c'est ces jeunes-là, ces narco-bandits, ce qu'on appelle le néo-narco-banditisme, qui a, entre guillemets, pris le pouvoir fin des années 90, début 2000. Et si je peux me permettre, vous avez une troisième vague. Une troisième vague qui a intégré à la fois, je dirais, l'expérience, la culture du banditisme, si je puis m'exprimer ainsi, des Corses, de leurs aînés, mais qui a gardé également certains des réflexes de la cité. Ce sont les parrains actuels. Alors comment fonctionne-t-il ? Bon, d'abord, il crée, à l'évidence, même si le terme est un tout petit peu galvaudé, parce qu'on a toujours tendance à considérer qu'un lien social devrait revêtir un élément positif, mais ils vont créer un lien social au sein des cités, puisqu'ils vont permettre de faire vivre celles et ceux qui n'ont pas d'emploi. Juste un chiffre, si vous me le permettez, les jeunes entre 16 et 25 ans, ce sont bien souvent, mais pas uniquement à Marseille, mais à Vénissieux, mais à Toulouse le Mirail, mais à Mulhouse, mais également à Grigny, ils sont entre 30 et 40% au chômage. Et puis avec le phénomène des nourrices, vous avez ces personnes qui se retrouvent toutes seules à élever 2, 3 gosses et qui peuvent vivre ou survivre plus exactement qu'avec les maigres subsides de l'État. Un jour, ces gens-là viennent les rencontrer, leur disent écoute, tu pourrais me garder un tout petit peu de marchandises, en contrepartie, je te donnerai 1 500 €, 2 000 € par mois pour faire vivre tes enfants. Que par conséquent, vous avez un lien social entre guillemets peut-être, qui s'est créé au sein de ces cités, une micro-société, une économie parallèle, mais également le parrain aujourd'hui, je dirais instruit par l'expérience de ses aînés, qui étaient principalement insulaires, essaie de se rapprocher des édiles locaux. Alors, il ne le fait pas directement parce qu'il y a toujours une forme de paranoïa attachée à la mentalité, à la psychologie du gros voyou, pas du petit, mais du gros voyou. Donc ça fonctionne avec des intermédiaires. Je cite Kaena, mais il y en a bien d'autres dans mon ouvrage. Et c'est cette personne-là qui se rapproche des édiles locaux. Maître, si je comprends bien, maintenant ce banditisme, il est lié très spécifiquement, très exclusivement même aux stupéfiants et à la drogue. Absolument. Et alors vous avez des phrases qui sont... alors vous dites, moi je suis un ethnologue et un sociologue, et donc je peux vous expliquer les cités de l'intérieur puisque je le vis, mais vous faites quand même un premier constat que je trouve important. Vous dites les narco-bandits, ils sont plus puissants que les forces de l'ordre. Oui, c'est à mon humble avis ce que je pense. Peut-être ai-je tort, peut-être ai-je raison, j'en sais rien. Mais en toute hypothèse, c'est ce que je considère après une 15-20 ans d'expérience à la fois en tant qu'avocat, mais de terrain également, parce que si vous voulez aller au fond des choses, il faut pouvoir rencontrer ces personnes, il faut pouvoir discuter avec elles, sinon vous vous condamnez à n'avoir de ces phénomènes-là qu'une vision très superficielle. Gérald Pendelon, ça veut donc dire que dans votre esprit, si les forces de l'ordre n'interviennent pas, par exemple, dans les cités, c'est qu'elles savent déjà qu'elles ont perdu cette bataille. C'est ce que je crois. Elles anticipent. C'est ce que je crois. Et vous ajoutez même, pardonnez-moi, je vous coupe, mais je trouve que l'élément est encore plus choquant. Vous dites, l'État devra intensément ou incessamment négocier avec ces guérillas localisées pour se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire que vous êtes dans la politique du deal. Mais c'est malheureusement, je ne dis pas que ce soit un phénomène général, mais j'observe avec intérêt que
depuis 30 ans, les autorités politiques ont souhaité, c'est un secret de polichinelle, acheter la paix sociale. Acheter la paix sociale parce qu'ils ont compris qu'en dépit des plans successifs en direction des banlieues, le dernier en date également, le plan Castaner, en fait, tous ces plans-là, même si les intentions étaient louables, étaient frappés d'une grande inefficacité, puisque le trafic de stupéfiants ne s'est jamais aussi bien porté. Vous savez très bien, vous connaissez les chiffres aussi bien que moi, 3,6 milliards de chiffre d'affaires, les stupes en France. Le blanchiment, c'est le même chiffre. Vous avez 41% des jeunes qui reconnaissent avoir déjà eu recours à un produit stupéfiant. Si vous dépassez le cadre national, ce sont 624 milliards d'euros pour le trafic de stupéfiants mondial. Vous avez 126 000 morts par an en relation avec la prise d'un produit stupéfiant. Ça pose des problèmes d'environnement, ça pose des problèmes à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et j'observe également qu'il y a eu une progression dans l'élucidation des problèmes, des crimes et délits en relation avec le trafic de stupes. Je crois que c'est 346% de plus d'affaires qui ont été élucidées, alors même que, paradoxe, les stupes ne se sont jamais aussi bien portés. Ce qui prouve qu'il y a une dimension, une ampleur du phénomène qui a toujours, pour des raisons qui leur appartiennent, qui a toujours été, me semble-t-il, mais c'est moi qui le considère, à mon modeste niveau, c'est minimisé. Alors là, il y a un moment dans cet ouvrage qui est un moment, je trouve, bascule, c'est que vous quittez votre rôle d'avocat, votre rôle de sociologue, d'ethnologue, vous dites dans l'ouvrage, pour d'un seul coup dire, moi j'ai des propositions. Alors la proposition que vous faites pour... en gros, permettre de lutter contre les narco-bandits, c'est de dire, il faut une meilleure implication des banques. Là, on se dit, mais Maître Pandelon, de quoi parle-t-il? On est dans les cités avec les narcotrafiquants, le narcobanditisme, et il dit, non, la solution, c'est que les banques accordent plus largement leur confiance aux gens. Comment vous aboutissez à cela? Et pourquoi? Lorsque vous êtes chef d'entreprise, déjà, en temps normal, parlons pas d'une période de crise, mais en temps normal, vous avez les plus grandes difficultés, puisqu'il ne vous aura pas échappé que notre pays subit une pression prélèvement obligatoire qui est quasiment confiscatoire, les premiers de l'OCDE, etc. Donc déjà, en temps normal, le patron d'une PME qui a 30, 40, 50 salariés rencontre les plus grandes difficultés pour survivre. Vous rajoutez la crise sanitaire, où carrément on est en télétravail, on n'a plus de clients, il y a une décrue importante de son chiffre d'affaires, une décrue du PIB, etc. Ce chef d'entreprise a besoin de se faire financer rapidement. Il a les plus grandes difficultés pour rencontrer un banquier, parce que vous savez qu'un banquier rapide, c'est quelqu'un qui vous donne un rendez-vous 15 jours après. Donc par contre, il faut qu'il puisse fonctionner assez rapidement. Quand enfin il obtient sacro-saint rendez-vous avec ce banquier, qui n'est même pas au courant de ce qu'il demande, ni de son prénom, ni de son nom. Il va lui demander de la paperasse, ce ne sera jamais lui, ce sera son assistante, savoir si sa femme travaille, surtout si elle est fonctionnaire, pas dans le privé, parce que c'est risqué, c'est un secteur protégé, etc. On va voir si on peut prendre, que sais-je, une hypothèque. On peut prendre... Et 8 fois sur 10, il ne sera pas financé. Ou il sera financé à 10% de la somme dont il aurait besoin pour continuer à pouvoir fonctionner, par conséquent ne pas être placé en redressement judiciaire, puis nécessairement en liquidation judiciaire. Mais cette personne connaît une tierce personne qui a des liens politiques, qui a des liens dans les cités. Il va taper à la porte de la cité, il va être financé en 48 heures. En 48 heures, il va obtenir 200 000 euros. Il avait besoin de 150 000 auprès de la banque. Non, on va lui dire non, c'est 200 000 euros que je vais te donner. En 48 heures, il n'y aura pas de paperasse. Ça va se passer uniquement à la confiance. Alors on va jouer sur la confiance. Certes, il y aura sans doute un taux usuraire, etc. Mais je pourrais démultiplier les exemples. Il y a de redevabilité, c'est-à-dire que... il faut rembourser. Il faut rembourser. Il faut rembourser. Bon, ça, c'est comme à la banque. Mais il n'y a pas d'autres exigences. Il n'y a pas d'autres nécessités de comportement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas d'autres exigences. La seule exigence étant que le chef d'entreprise respecte sa parole et que par son travail, il puisse, dans un délai souvent un peu plus court que ceux qui sont consentis, je vous conseille, par une banque,
remboursé souvent avec un taux d'intérêt un peu plus important, mais qui rembourse. Mais il sera financé en 48 heures. Et dans votre livre, vous dites que c'est une pratique courante. Mais c'est devenir de plus en plus banal, puisque les critères prudentiels issus des traités, le premier en date étant celui de Maastricht, mais bien d'autres, parce que ça remonte à une trentaine d'années, les critères prudentiels qui encadrent le crédit, les taux d'endettement qui sont de plus en plus drastiques, les BAL 2, BAL 3, etc., font que les banques, quand bien même voudraient-elles prêter, qu'elles sont enserrées dans un carcan réglementaire qui ne leur permettent plus d'avoir la main. Elles ne peuvent plus, quand bien même le voudraient-elles, faire confiance. Je ne généralise pas, certaines banques sont beaucoup plus à l'écoute, etc. Mais si les banques, c'était un peu l'idée qui avait inspiré la présidence de Nicolas Sarkozy, il avait dit prêtez, sinon on va couler. Mais si les banques prêtaient beaucoup plus facilement, elles décidaient, c'est le mot latin, credere, c'est la confiance, de faire confiance, de prêter en disant que quelqu'un qui certes rencontre des difficultés, peut avoir un jour un problème, alors qui lui soit imputable directement, ou que ce soit imputable à une crise comme celle qu'on a connue, etc. Si les banques prêtaient, les chefs d'entreprise n'auraient affaire qu'à des institutions, je dirais, légitimes, présentables, comme les banques, etc. C'est précisément parce que vous avez une défaillance du politique, précisément parce que vous avez une défaillance des institutions bancaires, qu'à un moment donné, pour pouvoir continuer à survivre, on va aller taper à la porte de d'autres personnes. Vous donnez beaucoup de témoignages, bien sûr, beaucoup de témoignages vécus, puisque vous donnez vos clients, vous informez de vos clients, vous dites en gros, et c'est ce qui est aussi passionnant, qu'il y a une mise en évidence chez vous de la toute-puissance des grands bandits, mais surtout leur toute-puissance sur les milieux économiques, sur les milieux sociaux, et on le verra aussi sur les milieux politiques. Alors là, vous dites effectivement qu'ils servent de banque, et donc, du coup, ils investissent, dans tous les sens du terme, sur et dans les centres-villes, finançant les commerces, et pas seulement les boîtes de nuit, les professions libérales. Vous expliquez en gros qu'un membre éminent d'une profession libérale d'un quartier UP a fini par demander de l'argent à un caïd qui habite à 100 mètres de chez lui dans le même quartier UP. Vous donnez 10 000 € à un stomatologue, ou à un prothésiste dentaire. Vous donnez 10 000 € pour couronne, high-tech, je sais pas. Sur 10 000 €, il marge à 10%. Dans le meilleur des cas, à cause de, on ne va pas rentrer dans les détails, de la concurrence asiatique, etc., 10%. Donnez 10 000 € par conséquent à un prothésiste dentaire, dans sa poche, il y a 1 000 €. Vous donnez 10 000 € à ce prothésiste dentaire, il prend ce chèque, il ne l'encaisse pas, il donne à un voyou. Ce voyou va lui apporter 8 000 €. Entre 7 et 8 000 €. Premier cas de figure, soyons très concrets. C'est sur 10 000 €, il y a 1 000 €. En second cas de figure, il y a 8 000 €. Qu'est-ce qu'il fait, le prothésiste dentaire? Vous n'allez pas de main morte non plus. Vous dites, je vous cite encore, les grands commis de l'État côtoient les caïds, à telle enseigne que certains se demandent si certaines fraternelles ne sont pas la vitrine du grand banditisme. Vous savez que pour être dans une fraternelle, il faut avoir un casier vierge. Vierge de toute condamnation. Donc, on ne peut pas être un caïd et franc-maçon. Oui, mais tout cela est, excusez-moi d'employer un mot un peu barbare, amphibologique, c'est-à-dire susceptible d'une interprétation à la fois théorique et pratique. Je crois que si, dans la vie, dans le concret, en pratique, on faisait exactement, un certain nombre de personnes faisaient exactement ce qui est prévu par les textes, surtout en France où on a une inflation législative, on a des réglementations, je veux dire qu'on peut quasiment plus rien faire sans être sous le coup d'une loi. Je veux dire que c'est un pays des libertés, mais on n'est jamais autant atteint dans nos libertés qu'en France. Et bien concrètement, en pratique, vous ne pourriez absolument rien faire. Rien. Si vous appliquiez à la lettre ce qui est prévu par les textes, outre le fait que l'économie serait déjà moribonde et infiniment plus que ce qu'elle l'est aujourd'hui, vous ne pourriez absolument rien faire. Lorsqu'on avance, par exemple, M. Bild, on avance l'idée d'une suppression, par exemple, des espèces, qui, ça serait l'idée, une des pistes, outre le fait que c'est une fausse bonne idée, parce que le banditisme ayant horreur du vide criminel, bien évidemment, ils auraient investi d'autres espaces délinquentiels, outre le fait qu'ils ont déjà anticipé
la question. Mais ce à quoi nous ne pensons pas, c'est que vous avez un certain nombre de personnes qui ont besoin, de temps en temps, de s'arrondir les fins de mois. Alors, c'est les plombiers. Vous porteriez un coup très fort à des personnes qui sont parfaitement honnêtes et qui, si parfois elles ont besoin de s'arrondir leurs fins de mois en prenant des espèces, c'est non pas parce qu'elles sont des voyous, c'est parce qu'elles ont besoin de faire vivre plus correctement leur famille, etc. Donc, il y a des idées, mais ce sont toujours de fausses bonnes idées. Et celles auxquelles on pourrait penser ne sont pas applicables en France au regard de notre législation. Néanmoins, les grands commis de l'État qui côtoient les caïds, les loges maçonniques qui se comportent comme des caïdas, et on finit par d'ailleurs plus savoir si c'est eux les caïds ou pas. Ce sont des accusations qui sont graves. Vous savez bien que c'est politiquement très incorrect ce que vous dites. Ça a pu arriver. Ça a pu arriver. J'ai dans l'idée l'exemple d'une obédience, d'une loge qui a vu initier quasiment à quelques mois d'intervalle à la fois un ex-procureur de la République et une personne qui était éminemment connue comme étant membre du terrorisme et du banditisme. Ce procureur qui, pour la petite histoire, avait, maintenant il est à la retraite, on peut en parler, et ce bandit malheureusement est décédé, donc on peut parler des deux. Bien, eh bien, ce procureur avait, dans le cadre de ses fonctions, 15 années auparavant, pris des réquisitions contre le même bandit qui devenait, par l'effet magique de l'initiation, qui devenait son frère. Au fond, c'est comme ça qu'on s'appelle des frères. C'est quand même extraordinaire. Alors, on peut considérer peut-être que le hasard fait bien les choses, que peut-être que certains n'ont pas été très regardants sur le casier judiciaire de l'impétrant. Il n'en demeure pas moins que vous avez un procureur qui a pris des réquisitions contre un bandit 15 années après, qui devient par la magie ésotérique, qui devient d'une certaine manière son frère. La magie. Alors, l'étendue des relations plus que troubles entre hommes politiques et les grands voyous, alors là aussi, sur des moments, je vais presque dire hilarants, entre guillemets, parce qu'ils sont tragiques, des relations entre les caïds et les politiques, sans filtre cette fois-ci, il n'y a même quasiment plus d'intermédiaire. Alors, quand il y a un intermédiaire, on pensait par exemple au cas de Kaena, c'est une intermédiaire entre les caïds et les politiques. En fait, elle travaille pour les caïds, puis elle décide, là, aux dernières municipales, dans une grande ville, semble-t-il, d'ailleurs vous le dites pour le MoDem, donc on va pouvoir le dire, d'être candidate. Oui. Pas élue, je crois. Non, elle a été battue. Quoi, l'argent ne permet pas tout. Il ne permet pas tout, et puis bon, il faut quand même réunir un certain nombre de critères. Mais considérer qu'il y a une porosité entre des gros voyous et certains politiques, je ne suis pas là pour généraliser, veuillez m'excuser, mais c'est un secret de polichinelle. Je veux dire, le politique a besoin du voyou pour pouvoir être élu, parce que si le parrain considère que le voyou va renvoyer l'ascenseur, il est évident que le voyou fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que les 10 000, 20 000, 30 000 personnes votantes au sein de 2, 3, 4 cités transfèrent leur voix, répercutent leur voix sur cet élu. Alors, ce qui est extraordinaire, parce que une personne qui aurait une légitimité, somme toute, relative, dont on n'aurait jamais entendu parler, du jour au lendemain, se retrouve élu. Mais vous allez quand même beaucoup plus loin. Vous dites, par exemple, vous citez une ville du RPR du sud de la France, on va dire Var, Bouches-du-Rhône, je pense que c'est dans cette zone-là. Ce sont directement les maires adjoints ou les maires qui font appel à des caïds, qui investissent l'hôtel de ville, rentrent dans les bureaux, tabassent pendant une demi-journée. Tout ça fait aucune ligne dans les journaux, aucune plainte. C'est ce que j'appelle la vie dans le Sud. Voilà, c'est ce que j'appelle. Notamment. Oui, mais ça s'est passé pas uniquement dans le Sud, ça s'est passé également dans d'autres villes très, très importantes. Ce que je veux exprimer, c'est d'une certaine manière un sentiment qui est celui d'une relativisation, d'une certaine manière, de choses qui sont très graves. Je vais essayer de m'en expliquer. Et on a tendance corrélativement à absolutiser des choses relativement mineures.
Alors, relativiser des choses qui sont assez graves. Moi, j'ai la faiblesse de penser, même si, encore une fois, une position un peu schizophrénique, parce que je suis avocat et que j'ai défendu ces gens-là, j'ai tendance à considérer que la corruption endémique, cette porosité entre voyous et ceux qui ne le sont pas, le monde marginal et celui qui ne l'est pas, est relativement choquant. Vous savez que à Marseille, on ne parle pas des BAC, les brigades anticriminelles, on dit banditisme, affairisme, clientélisme. C'est ça les BAC. C'est pas la brigade anticriminelle, c'est le banditisme, l'affairisme, le clientélisme. Bon. Et corrélativement, on a tendance à absolutiser des éléments qui seraient relativement mineurs, excepté éventuellement la bavure dans l'affaire Traoré. Vous me concéderez que lorsque ce sont des fonctionnaires de police qui se font agresser par des voyous, prétextant une manifestation des Gilets jaunes ou autre, etc., et que, curieusement, eh bien, on va visibiliser, on va parler énormément de ce problème, montrant du doigt ces fonctionnaires de police en violence policière, etc. Dans les manifestations des Gilets jaunes, j'observe que vous avez eu 10 000 placements en garde à vue, vous avez eu une répression terrible, 5 000 poursuites qui furent ordonnées, vous avez eu 2 000 comparutions immédiates, 3 000 jugements prononcés, 400 mandats de dépôt qui ont été décernés, vous avez une personne qui n'aurait pas dû le faire, qui a jeté un cocktail Molotov en direction des services de l'ordre. Elle a pris 5 ans, son casier judiciaire portait trace d'aucune condamnation, elle a pris 5 ans. Lorsque ce sont, en revanche, parce que là c'était des personnes qui étaient inconnues des services de police, lorsque ce sont en revanche des voyous dont les casiers judiciaires sont très chargés et qui sont interpellés dans le cadre de même manifestation, ben, j'observe avec étonnement, enfin bon, tout est permis, vous savez, la justice est relative, elle est même curieuse parfois, que les peines sont infiniment édulcorées, bon c'est tout. Je dis, parfois, il vaut mieux être de l'autre côté. Ils ont un bon avocat, c'est clair, mais ils s'en sortent quand même toujours très bien. S'ils ne sont pas descendus par leurs copains à la sortie ou quelques temps plus tard, ils pourraient vivre longtemps. Bon, ils s'en sortent souvent très bien parce qu'il y a des exceptions de procédure que certains avocats pénalistes peuvent... Vous êtes spécialisé, j'ai bien compris. J'essaie de l'être, en tout cas, parfois ça marche pas, mais peuvent soulever au bon moment et qui font que ça peut rendre illégal tel ou tel acte, etc., et avoir une incidence concrète sur le procès. Alors, que dites-vous? On a encore que quelques secondes, je voudrais passer la journée avec vous, il faut vraiment lire La France des caïds. Que dites-vous à ceux qui pensent que, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui se le disent déjà, que finalement, quand même, c'est un avocat qui vit au crochet, pardonnez-moi du terme, au crochet des caïds? Tout avocat pénaliste vit au crochet de sa clientèle, or qu'elle soit. Et d'ailleurs, quand vous discutez, j'ai beaucoup d'amis avocats pénalistes, mais pas uniquement, vous discutez avec eux, ils préfèrent toujours défendre quelqu'un qui a un certain niveau dans le banditisme que défendre une petite frappe qui ne va jamais arriver à l'heure, qui ne va pas les payer, qui tutoie au premier rendez-vous. Ça vous est arrivé? Voilà, ça à mon très modeste niveau, je refuse. Quelqu'un qui me tutoie, on ne me prend pas pour Napoléon Bonaparte, même si Pandelon et Napoléon c'est un anagramme, mais je ne me prends pas pour Napoléon Bonaparte, mais si vous me tutoyez au premier entretien, je vous dis, écoutez, je vais vous conseiller un excellent confrère, mais je pense que notre entretien est fini. Voilà. Donc je ne connais pas d'avocat pénalistes qui ne vivent pas d'une certaine manière au crochet de leurs clients. De la même manière qu'on ne poserait pas la question, si je peux me permettre encore un mot, on ne poserait pas la question à un avocat qui fait exclusivement du droit des affaires, des fusions-acquisitions, de savoir s'il n'est pas plus ou moins, entre guillemets, maqué par des gros groupes. On ne pose pas la question. C'est qu'à partir du moment où notre personnel est un personnel un peu en marge, encore faudrait-il que les grandes sociétés elles-mêmes soient le parangon de la morale. Ceux qui les grands groupes, vous savez qu'ils pratiquent l'évasion fiscale à haute échelle. Entre le fait de pratiquer à haute échelle l'évasion fiscale, qui est très très lourdement réprimée, et puis faire du stup. Alors, oui, c'est plus grave de faire du stup. Admettons. Quel est votre regard? Vous avez plusieurs décennies de défense de cette forme de population qui sont les caïds, les mafieux.
Quel est le regard? Est-ce que vous les prenez en affection? Je fais exprès de simplifier les choses. Est-ce que vous les prenez en détestation? Quel est le regard aussi que vous avez sur les politiques? Alors, vous voyez passer un ministre de l'Intérieur qui est un voyou. Vous passez un maire de la seconde grande ville de France qui est obligé de s'accommoder de cela. Vous voyez passer Horus, un député socialiste qui sort du milieu des caïdas, qui ne pense pas du tout qu'il est les mêmes choses que les socialistes. Il est cynique et fait carrière. Quel est le regard que vous avez déjà sur vos clients et ensuite sur ce monde interlope, si vous me permettez l'expression, qui vit autour, y compris le monde politique? Une neutralité axiologique. C'est le sens que donne Max Weber dans son texte L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Neutralité axiologique, ça veut dire que ce ne sont pas mes amis. J'ai pas d'empathie particulière pour les faits, vous imaginez bien, qu'ils ont commis, mais je suis avocat. Avocat qui fait du pénal, je ne fais pas uniquement du pénal, je fais également du droit pénal des affaires, un peu de droit des affaires, droit pénal des affaires, mais un avocat qui est dans le pénal se doit de défendre une personne, s'il accepte sa désignation, en fonction des pièces qui sont versées à ce dossier. Et lorsque vous voyez certains avocats être particulièrement heureux d'avoir réussi à faire libérer telle ou telle personne qui, par ailleurs, est une crapule invétérée, ça, je ne comprends pas ce type de réaction. Qu'on soit heureux, qu'on ait une petite joie personnelle pour avoir bien fait son travail, c'est une chose. Mais enfin, être fou de joie parce que vous avez fait, sur un vice de procédure, vous avez fait libérer quelqu'un qui a inondé le marché de la drogue. Moi, je conserve une distance critique. Je suis avocat, je ne suis pas leur ami, je suis leur conseil. S'ils le souhaitent, ils peuvent changer, ils peuvent me garder. Je ne vis pas du tout à leur crochet, parce que si je vivais à leur crochet, ça signifierait que sans eux, je ne suis rien. Non, je peux me débrouiller, je peux proposer des services dans d'autres... Non, je ne suis au crochet, pour ma part, de personne. C'est important parce que, par exemple, votre ancien collègue Dupond-Moretti, qui est aujourd'hui ministre, dit à un moment donné que tel terroriste défendu, pour lui, c'est un honneur. Le terme honneur, vous pensez qu'il est déplacé, que c'est une erreur ou que ça ne veut pas dire ce que ça veut dire? Écoutez, puisqu'on m'a interrogé sur mon ancien confrère Éric Dupond-Moretti, d'abord, par principe, je me réjouis qu'il ait pu bénéficier d'une telle nomination, qu'enfin un avocat qui connaît les procédures, qui connaît le milieu judiciaire, puisse accéder à cette fonction très importante de garde des Sceaux, lui qui s'est quand même battu à la faveur de l'affaire Outreau, qui s'est battu pour un rééquilibrage des droits de la défense, qui s'est battu pour que le sacro-saint principe de présomption d'innocence soit enfin respecté. Parce que vous discutez avec des magistrats, en prier, ils vous disent enfin maître, vous êtes trop connaisseur de la procédure pour savoir que la présomption d'innocence, ça n'existe pas. On est entre nous. C'est marqué dans les textes, valeur constitutionnelle, supérieure au domaine de la loi. Mais enfin, lorsque vous vous présentez devant un juge des libertés de la détention, c'est souvent la détention qui l'emporte et pas le contrôle judiciaire, c'est-à-dire la liberté, alors que ça relève du domaine de la loi et que la présomption d'innocence revêt un caractère constitutionnel. Mais lorsque vous vous présentez dans le contentieux de la détention, c'est la loi qui est supérieure à la Constitution. Donc je me réjouis, bizarrement, qu'un des nôtres, pas issus encore une fois du sérail, puissent accéder à cette nomination. C'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Comment peut-on être à la fois, avoir été le défenseur de terroristes et puis aujourd'hui devenu garde des Sceaux, devoir lutter contre le terrorisme. Je peux comprendre également le courroie, l'irritation d'un certain nombre de magistrats. J'ai cru voir que le syndicat de la magistrature avait pu considérer qu'il s'agissait d'une déclaration de guerre. Mais je crois que sur le fond, je crois que malheureusement, en dépit de sa bonne volonté, de sa fougue que l'on lui connaît, mon confrère Dupond-Moretti, malheureusement veut s'attaquer à des chantiers, mais le calendrier politique ne lui permettra pas. C'est cela qui est dommage, parce que réfléchir, par exemple, au statut du parquet, sans aller jusqu'à une suppression, mais réfléchir, par exemple, au statut du parquet, plaide
à mon sens, dans la bonne direction. Réfléchir sinon à une suppression, du moins à une modification, fût-elle substantielle, de l'École nationale de la magistrature, plaide également dans le bon sens. Les prisons, aujourd'hui, c'est une catastrophe au cœur de notre République, à telle enseigne que, pas toujours, mais que la prison, par sa sévérité, on a le sentiment que la réponse pénitentiaire est infiniment plus grave parfois que l'infraction qui a conduit les personnes en détention, parce que c'est la double peine, la triple peine en détention, pour des personnes qui parfois ne sont pas rendues coupables de faits d'une extraordinaire gravité. Donc ce sont des chantiers, je pourrais en citer d'autres, mais ce sont des chantiers intéressants, auxquels il fallait penser. On y a rarement pensé auparavant, mais je crains qu'il ne puisse pas le faire, puisqu'il lui reste une vingtaine de mois. Il y a aussi un chantier, c'est celui que vous, à travers une citation que vous faites et qui pourra faire sienne et réfléchir, vous dites: le dédoublement fonctionnel entre la morale de l'homme et l'activité de l'avocat est une condition sine qua non pour exercer notre métier. Sinon, vous ne pouvez pas exercer. Tout simplement. Mais est-ce que d'ailleurs, parenthèse que je referme immédiatement, lorsqu'une crapule, que sais-je, un violeur, je me suis toujours interdit de défendre des violeurs pour ma part, j'ai ma limite, voyez-vous, arrive aux urgences, aucun chirurgien ne se pose la question de savoir si c'est un brave type, si c'est un mec honnête, si c'est un citoyen respectable. Il opère pour essayer de le sauver. Ben, il sauve une vie. Nous, c'est... on peut sauver une tranche de vie, mais on ne pose pas la question aux chirurgiens. Toute dernière question, vous êtes senti menacé dans ces décennies à faire ce travail-là? Est-ce que vous avez été menacé? C'est pas dans le livre. Menacé? Menacé. Est-ce que vous avez senti des pressions? Oui, ça c'est clair, c'est dans le livre. Des menaces physiques, des menaces sur votre famille, sur vous? Je dirais des discussions. Des menaces ou des discussions? Des discussions. Des discussions, des éclaircissements à apporter, des menaces, non. La France des caïds, Gérald de Pandelon, c'est aux éditions Max Milo. Merci d'être venu raconter cet ouvrage, mais il faut vraiment le lire. Il y a 1000 témoignages qui sont passionnants. Merci à vous. Merci à vous.